connexion. Déconnecte de caméra, mais de tout. Ah, de toute façon, des connexions. Bien, alors on va commencer la conférence. Bonjour à tous, à ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je suis Vincent Debelle, j'étais ancien directeur dans le réseau international à Shanghai et à Phnom Penh. Donc aujourd'hui, Pierre Saliou, qui normalement présente les conférenciers, ne peut pas venir, donc il m'a demandé de présenter à sa place. Donc c'est un grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Nicole Guizot. Je connais de longue date, on a commencé à peu près à Pasteur en même temps, dans les années 70. Ensuite, Nicole a passé sa thèse sur les gènes du lactose, sur l'évolution des gènes du lactose et chez les entérobactéries. Et ensuite, oui, tu peux venir pour te voir un petit peu. Et ensuite, donc elle est partie en postdoc aussi à Denver, dans le Colorado. Moi, j'étais aussi dans le Colorado en postdoc, donc on a beaucoup de points communs à travailler sur les pathogènes, mais Nicole est plutôt une bactériologiste. Voilà, donc ensuite, après son postdoc, Nicole est rentrée de nouveau à l'Institut Pasteur et elle a travaillé beaucoup sur les Bordetella et sur les gènes de la pathogénèse de ces bactéries. Elle a été nommée donc en 91 chef de laboratoire et elle s'est occupée à développer les recherches sur les Bordetella, mais également sur les Corynebacterium, en travaillant surtout sur les interactions entre les bactéries, les vecteurs, l'homme bien sûr, et les vecteurs, et ensuite y ajouter l'environnement, ensuite à travailler sur l'émergence de la virulence et de ces bactéries. Donc elle a travaillé également donc elle était chef d'unité alors je me souviens plus exactement le nom qui est un peu long, sur la prévention moléculaire et la thérapeutique des maladies humaines. Et ensuite elle a été également chef de département pendant plusieurs années, le département qui s'occupait des écosystèmes et de l'épidémiologie des maladies infectieuses ici à l'Institut Pasteur. Donc elle avait 2 centres de référence sous sa coupe qu'elle a créé à l'Institut Pasteur, et donc vous connaissez beaucoup surtout ses activités aussi dans ce cadre-là, dans le réseau, et puisqu'elle a travaillé sur les vaccins contre les bactéries et sur le diagnostic de ces bactéries. Voilà, donc elle a énormément travaillé, et elle continue, 60% de son temps est voué encore aux recherches, et notamment avec vous dans le réseau. Elle a plus de 300 publications et des chapitres dans des livres. Et donc je vais la présenter maintenant, lui laisser le micro plutôt. Et donc merci beaucoup Nicole d'être venue chez nous, et puis ici à Pasteur, mais aussi à l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur, puisque c'est dans ce cadre-là qu'elle a été invitée et qu'elle vous fait cette conférence. Donc je vous remercie beaucoup, et puis à vous le plateau. Ok, merci beaucoup Vincent. Alors bonjour à tous, j'en connais une partie, je reconnais certaines salles dans le réseau international, mais bonjour à tous de toute façon. Alors aujourd'hui on va surtout parler de la coqueluche et pas de la diphtérie, bien que vous allez voir qu'en conclusion certaines choses pourraient être appliquées aussi à la vaccination diphtérique. Enfin, la coqueluche est quand même quelque chose de particulier puisque c'est une maladie à prévention vaccinale et que, comme vous le voyez avec le titre, elle n'est toujours pas contrôlée, alors que la diphtérie, par exemple, peut être contrôlée. Alors, il y a un problème. Je continue. Alors, peut-être on peut passer la diapositive. La prochaine diapositive. Ah, je peux le faire là? Ok. Donc vous voyez, j'espère sur l'écran, que donc c'est une maladie à prévention vaccinale, la coqueluche. C'est une maladie endémique partout dans le monde, malgré le développement de vaccins efficaces. Et donc on peut se poser la question du pourquoi.
Alors, récemment, on a montré qu'il y avait une augmentation de l'incidence en 2012-2014 qui pourrait être due au type de vaccin coquelucheux, car comme vous allez le voir, il y a 2 types de vaccins coquelucheux, donc tout le monde s'est dit, oh, bah alors, il faut bien trouver un bouc émissaire. Donc, c'est certainement les nouveaux vaccins. On voit plus du tout le diaporama. Ah. Le diaporama est tout flou. Je ne sais pas si on est les seuls à Angers à ne pas le voir. Ouais, c'est un problème de caméra, on va régler ça. Non, ici, c'est pas ça va mieux? Ouais, très bien, merci. Très bien, ok. Alors donc, les premières choses qui ont été... La première chose qui a été accusée, évidemment, c'était le vaccin, nouveau vaccin cellulaire, courte durée de protection, absence de protection vis-à-vis de la transmission de la maladie. On a dit aussi que peut-être finalement cette augmentation de l'incidence était due à l'utilisation de nouveaux diagnostics biologiques qui étaient plus sensibles. Ou alors, certains ont dit c'est la bactérie qui est en train de muter sous pression vaccinale et c'est pour ça que la maladie ne peut pas être contrôlée. Cependant, si vous lisez bien les publications, il y a d'autres causes importantes qui sont généralement oubliées, qui sont la couverture vaccinale et l'immunité de la population, la vaccination aux âges recommandés, car on vous dit 6, 10, 14 semaines. Est-ce que vous êtes sûr que dans votre pays, c'est vraiment 6, 10, 14 semaines? Et pour les pays, disons, européens ou nord-américains, quand on vous dit 2, 3, 4 mois, êtes-vous sûr que c'est vraiment à 2 mois juste, 3 mois juste, 4 mois juste? Et les méthodes de surveillance. Okay. Donc, je voudrais juste vous faire quelques petits rappels. La coqueluche est une maladie humaine qui a émergé au XVIe siècle en Perse. Et si vous lisez bien les publications à l'époque, vous voyez qu'il y avait des décès d'enfants, mais aussi des décès d'adultes, ce qui indique bien l'absence d'immunité de la population. Donc c'était réellement, soudainement, une épidémie. Et d'épidémique, la maladie, évidemment, est devenue endémique. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Le R0 est de 16, enfin entre 15 et 17. C'est exactement comme la rougeole. Et c'est une maladie causée par des bactéries gram-négatifs, pertussis et parapertussis. Pendant l'ère pré-vaccinale, c'était considéré comme une maladie pédiatrique, puisque la mortalité était de 1 pour 1000 chez les enfants au XIXe siècle, et il y avait peu de descriptions de maladies chez l'adulte. Donc évidemment, on a dit qu'il faut sauver les enfants, il faut un vaccin pour les enfants, puisque c'est une maladie pédiatrique. Alors je vous rappelle juste l'évolution de la maladie, elle a quelque chose de très particulier qu'on oublie très souvent, c'est une très longue période d'incubation. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la coqueluche, il y a d'abord 7 à 14 jours d'incubation totalement silencieuse. Après, vous avez 1 à 2 semaines où vous allez avoir une rhinorrhée. Donc, bon, une rhinorrhée, un peu de conjonctivite, un peu de tout, mais enfin, rien de grave, et surtout une absence de fièvre. D'accord? Et puis tout d'un coup, ce qui arrive, c'est la toux. C'est la toux sans fièvre, à recrudescence nocturne, évidemment, pour les adolescents et les adultes. Tout le monde vous dira, je ne peux pas dormir. C'est paroxystique, on peut vomir, on peut avoir une côte cassée. C'était un des diagnostics dans le temps, c'était la côte cassée. Et évidemment, chez les bébés, c'est les apnées. Mais chez les tout nouveau-nés, c'est très difficile quelquefois de différencier, à part l'apnée et l'absence de fièvre. Quelquefois, on peut mélanger avec d'autres pathologies comme le VRS ou les bronchiolites ou autre chose. Et après, vous avez une très longue période de convalescence où vous toussez, mais de moins en moins. Mais vous voyez, la maladie est très longue, elle était appelée la maladie des 100 jours en Chine, et ça c'est pour le sujet non humain. Donc tout le monde a dit, puisqu'il y avait une très forte mortalité chez les enfants, c'est une maladie pédiatrique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit il faut un vaccin. La bactérie a été isolée en 1906 par Jules Bordet et Octave Gengoux, premier vaccin. Normalement, à l'Institut Pasteur, eh ben, on isole une toxine, une toxine diphtérique par exemple, et puis on fait un vaccin acellulaire, donc juste avec une anatoxine.
C'est tellement difficile de cultiver pertussis que, eh bien, il a été décidé de faire un vaccin qu'on appelle à germe entier, c'est-à-dire composé de bactéries entières, inactivées à la chaleur ou chimiquement à défaut de l'isolement d'une toxine. J'ai mis en vert, j'ai indiqué en vert, vous voyez chaleur ou chimiquement. Immédiatement, vous voyez que déjà, suivant le producteur, le vaccin à la fin ne sera pas exactement le même, puisque vous pouvez structurellement déformer certaines protéines qui sont à la surface de la bactérie, soit chimiquement, soit à la chaleur. Vous voyez que ce n'est pas la même, et vous allez voir que ça peut jouer un rôle très important. Donc voilà ce qui se passe dans les années 50 aux États-Unis, aux années 60 en France et dans d'autres pays européens. Vous introduisez le vaccin, comme vous voyez, que j'appelais CE pour coqueluche entier, et vous voyez qu'immédiatement, il y a une diminution de l'incidence de la maladie, aussi bien aux USA qu'en France, et diminution de la mortalité. Mais vous voyez aussi, tout de suite, que la maladie est cyclique, tous les 3 ou 5 ans. Que ce soit avant l'introduction de la vaccination ou après. J'ai mis que la stratégie vaccinale était de 3+1, c'est-à-dire qu'il y a une primo-vaccination et un rappel à 18 mois. D'accord? Donc, suivant cette stratégie, et pas d'autres vaccinations ensuite, alors que pour la diphtérie, vous savez que déjà on disait il faut plusieurs rappels, avec cette stratégie, vous voyez bien que c'est fantastique. Hein? Ça diminue, donc ça marche bien. Donc, tout le monde est content, et surtout, beaucoup de pays oublient la maladie. Le problème, c'est que ces vaccins, ils sont très bien, mais ils provoquent des effets secondaires. Donc, par exemple, juste le Royaume-Uni, 36 complications neurologiques rapportées sur 10 ans, donc on va arrêter la vaccination. Pareil au Japon, pareil en Suède, et voilà ce qui se passe. Vous arrêtez la vaccination, par exemple, au Japon, vous l'arrêtez en Angleterre et au Pays de Galles, et immédiatement la maladie revient. Alors grâce aux Anglais, on sait que les vaccins à germe entier provoquent effectivement des effets secondaires, mais que ces effets secondaires sont réversibles. Il n'y a pas d'effets secondaires irréversibles. Ceci dit, c'est quand même des effets secondaires très importants. Donc ça, c'était le premier problème. Donc, dans certains pays, vous avez une baisse de la couverture vaccinale, des mouvements anti-vaccination, et qui sont très très importants, et certains pays résistent, la France, l'Angleterre va résister, mais alors l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'à l'époque c'était l'Allemagne de l'Ouest, la Suède, le Japon, tout ça arrête de vacciner, et c'est quand même un énorme problème, et donc déjà, vous voyez qu'il y a une couverture vaccinale qui est très variable suivant les régions, et ça c'est très important à se rappeler. Alors, le deuxième problème, c'est la durée de protection induite par cette stratégie vaccinale du ce qu'on appelle 3+1. C'est-à-dire, je fais une primo-vaccination à 3, 4, 5 mois à l'époque, et je fais un rappel à 18 mois. Bon, voilà ce qui se passe. Or, dès les années 70, fin des années 70, les Américains disent qu'il y a une augmentation des cas. Évidemment, ils avaient commencé dans le début des années 40, donc avant l'Europe. D'accord? Donc c'est décrit aux USA. Nous l'avons décrit en France dès les années 90. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de nouveau des bébés hospitalisés pour coqueluche dans nos pays. Ben pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une baisse de la circulation de la bactérie et d'exposition. Avant, vous étiez toujours en contact avec des enfants qui avaient la coqueluche, et donc vous aviez des rappels naturels tout au long de votre vie. Maintenant, on vous enlève les enfants qui ont la coqueluche, et donc vous n'avez plus de rappel naturel. En réalité, voilà ce qui se passe. Vous avez ça au départ. La plupart des enfants dans les années 50 attrapaient la coqueluche quand ils allaient en collectivité, c'est-à-dire à l'école. Puis on rentrait à la maison, s'il y avait un petit frère ou une petite sœur, c'est là où il y avait une mortalité élevée. Mais à 4-5 ans, vous vous en sortez. Tout d'un coup, vous décidez de vacciner les enfants. Donc, il n'y a plus ça. Et pendant 20 à 30 ans, vous avez ce qu'on appelle une lune de miel. Plus personne n'est malade. Et donc, les autorités de santé oublient la maladie. Et la population aussi, d'accord? Et donc, si les vaccins ont un peu d'effets secondaires, oh là 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 là, il n'y a plus de maladie. Donc, on ne voit pas pourquoi on se vaccinerait. Donc, la couverture vaccinale diminue. Et puis, tout d'un coup, on a ça.
on s'aperçoit que tout d'un coup, on a des adolescents et des adultes qui peuvent contaminer des bébés de moins de 2 mois qui, eux, ne sont pas vaccinés. Et tout d'un coup, la mortalité réaugmente. Donc, il faut des rappels. Mais alors, comment vous allez faire des rappels alors qu'avec ça, un germantier, comme décrit dans tous les papiers et par l'OMS, vous n'avez pas le droit de l'utiliser après l'âge de 6 ans. Donc, il faut mettre au point des nouveaux vaccins. Le troisième problème des vaccins à germantier, c'est-à-dire des vaccins qui sont quand même utilisés dans la moitié du monde actuellement, toujours, hein, et en particulier dans les pays où les instituts Pasteur sont installés. Le troisième problème, c'est ça, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure. Les vaccins à germantier, il y a plusieurs producteurs. Il y en a qui inactivent les bactéries à la chaleur et d'autres qui les inactivent chimiquement. Et regardez ce qui peut se passer. Et voilà l'exemple tout à fait typique du Canada et des États-Unis. D'accord ? Vous avez les États-Unis qui, eux, avaient une stratégie 3+2. Il y avait même un rappel à 6 ans. Ils n'avaient pratiquement pas de cas entre 74 et 96. Il y en avait, mais là, vu l'échelle... Mais regardez le Canada. Le Canada vaccinait ses enfants, il y avait plein d'enfants vaccinés qui étaient malades. D'accord ? Alors, c'est quoi, là ? C'est les mêmes souches vaccinales? Oui. Est-ce que c'est le même vaccin? Non. Et tout ça, c'est dû au fait que d'abord, il y a une difficulté à cultiver l'agent de la coqueluche de façon reproductible et à l'inactiver de différentes façons. Donc, dans les années 90, l'efficacité des vaccins à germantier variait de 36 à 96%. Alors, on le savait, et pourquoi on le savait précisément? Parce qu'on a fait des essais cliniques pour comparer ces vaccins à germantier avec les nouveaux vaccins que vous allez voir, que l'on appelle acellulaires. D'accord? Maintenant, on ne fait plus d'essais cliniques, c'est terminé, d'accord? Et donc, comme il n'y a plus d'essais cliniques, on ne détermine plus l'efficacité des vaccins s'il n'y a pas une surveillance dans le pays où on les utilise. L'autre problème, c'est le germe, puisque certains disent, hein, vous savez, si on vaccine, le germe va s'échapper. Entre 90 et 95, c'est la première fois qu'on montrait ça. C'est la différence entre la France et le Sénégal. J'ai fait exprès des couleurs. Vous voyez qu'en France, les souches vaccinales étaient vertes. Et tout d'un coup, avec une très haute couverture, une stratégie de 3+1, eh bien, vous n'avez plus de bactéries vertes, vous voyez, mais vous avez des bactéries bleues. Sénégal, entre 90 et 2001, vous voyez, eh bien, très faible couverture vaccinale, il y avait essentiellement des vertes. Donc on s'est dit, oh là là mon Dieu, effectivement, si on vaccine à très haute couverture, les bactéries se modifient sous pression vaccinale. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que c'est vraiment l'immunité de la population qui a une influence? Nous avons donc été extrêmement inquiets en se disant, oh là là, le vaccin ne sera plus efficace. Heureusement, on a pu déterminer aussi bien en France qu'au Sénégal que le vaccin à germantier français avait la même efficacité en France et au Sénégal, malgré les différences entre les isolats qui circulaient. Donc nous, on était rassurés. Ceci dit, les résultats, et il y avait une corrélation avec un modèle animal. Ceci dit, ce n'est pas vrai dans tous les cas, puisque au Canada, évidemment, l'émergence de ces souches font que comme le vaccin canadien n'avait que 57% d'efficacité, ou le vaccin hollandais qui avait que 51% d'efficacité, là vous aviez des épidémies. Donc effectivement, les souches se modifient, d'accord, mais pour l'instant, les vaccins à germantier efficaces sont aptes à supporter cette modification, mais pas tous les vaccins. Il est donc d'une importance capitale de vérifier régulièrement la durée de protection induite par ces vaccins. Alors, développement des vaccins cellulaires, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les vaccins, les pays développés ont dit « Oh là 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 là, il y a une augmentation de la mortalité, il faut protéger les populations d'adolescents et d'adultes qui, eux, contaminent nos bébés de moins de 2 mois. » Donc, il faut des nouveaux vaccins pour mettre des rappels et qui soient surtout, qui induisent moins d'effets secondaires. Alors, je vais vous passer... très rapidement et juste vous résumer des dizaines d'années de recherche pour caractériser ces toxines, et les voilà.
D'abord, il y a la toxine de pertussis, donc, qui est de la même famille que la toxine cholérique ou la toxine diphtérique, par exemple. Mais il y a aussi 2 autres toxines qui ne sont pas incluses dans les vaccins actuellement. Et il y a surtout aussi 4 adhésines, une qui s'appelle l'hémagglutinine filamenteuses ou FHA, je vous les cite parce qu'elles sont dans les vaccins acellulaires, la pertactine ou les protéines fimbriales. Heureusement, nous n'en avons que 2 avec pertussis. Donc, les vaccins qui existent maintenant sur le marché sont des vaccins qui contiennent de la toxine de pertussis, qui est inactivée chimiquement ou génétiquement. Elle est soit seule, donc on va appeler coqueluche acellulaire 1, ou avec une adhésine, ou avec 2, ou avec 4. Donc vous avez actuellement sur le marché, principalement dans les pays développés, des vaccins qui ont 2, 3 ou 5 protéines. Donc ce sont des protéines purifiées, c'est beaucoup plus reproductible à préparer, et elles sont bien sûr toutes inactivées. Entre 86 et 95, il y a eu beaucoup d'essais cliniques, et surtout il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y a eu mise en place d'une surveillance financée par tous les industriels en Suède. Alors qu'est-ce qu'on savait en 95? C'est que les vaccins à germe entier ne sont vraiment pas chers, et c'est toujours vrai actuellement. Mais malheureusement, il y a de grandes différences entre les vaccins. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les rappels, et ils induisent une immunité de courte durée. Les vaccins acellulaires, forcément, ont un prix plus élevé, puisqu'il faut cultiver, mais aussi purifier et inactiver. Ils peuvent être utilisés pour des rappels. Ils induisent une immunité différente de celle des vaccins à germe entier. Et à l'époque, en 1995, on ne connaissait pas la durée de l'immunité. Donc, introduction d'une surveillance en Suède, qui était à l'époque un pays qui ne vaccinait pas à cause des effets secondaires des vaccins à germe entier. Ils utilisent des diagnostics standardisés et ils ont pu analyser depuis maintenant 19 ans l'utilisation de ces vaccins acellulaires. Donc la Suède, voilà. La Suède, c'est avant la vaccination, toujours les cycles de coqueluche. On introduit le vaccin à germe entier, ça diminue, mais toujours les cycles. On arrête la vaccination, ça remonte. On introduit les vaccins acellulaires, et voilà, ça diminue. D'accord? Donc, ça montre bien que les vaccins acellulaires sont quand même efficaces contre la mortalité et les maladies sévères. Mais la coqueluche est toujours une maladie cyclique tous les 3 à 5 ans. D'ailleurs, si vous regardez le nombre de publications, eh bien, ça augmente tous les 3 à 5 ans. Ça suit les cycles de coqueluche. 2012-2016, tout le monde était content. On a introduit des rappels vaccinaux, tout va bien, on a des vaccins. Bon, mais voilà, augmentation des cas aux États-Unis et surtout des décès. Ensuite, l'Angleterre. Regardez, il n'y avait rien, puis tout d'un coup, beaucoup de cas et des décès. Et l'Australie, augmentation de l'incidence de la maladie. Alors là, c'est plus embêtant chez les 1 à 4 ans. Donc 1 à 4 ans, c'est quand même ennuyeux parce qu'ils sont vaccinés normalement. Tous ces pays utilisent des vaccins acellulaires. Donc vous imaginez qu'immédiatement, quand vous voyez ça, vous dites, bah oui, c'est parce qu'ils ont tous utilisé des vaccins acellulaires, il valait mieux garder les vaccins à germe entier. Bon. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à ça? Alors, on était dans le groupe de travail de l'OMS et puis on a regardé quand même ce qui était publié dans les différents pays dans le monde. Eh bien, regardez tout de suite le Brésil, par exemple, et le Royaume-Uni. Et vous voyez qu'il y a rigoureusement la même chose, la même évolution de l'incidence chez les bébés de moins de 1 an, alors que le Brésil utilise des vaccins à germe entier et le Royaume-Uni des vaccins acellulaires. Donc, on a la même chose, d'accord ? La Suède, je vous ai dit tout à l'heure que ça avait diminué. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Exactement les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Avant, il n'y avait pas de vaccination et le pic était à 5-6 ans. Et tout d'un coup, on introduit la vaccination et vous voyez, la courbe est dans l'autre sens. D'accord? Donc en Suède, la Suède a bien montré que la couverture vaccinale est élevée,
et que la vaccination est administrée suivant les recommandations et que vous avez rigoureusement le même changement de transmission avec le vaccin acellulaire qu'avec le vaccin agermantier. Alors aux USA, ils vous disent, non mais c'est terrible, regardez, j'introduis le vaccin ici agermantier, ça augmente. Mais vous avez regardé, et ça vous pouvez aller, c'est tout à fait, tout le monde peut le regarder sur Internet, vous avez regardé la couverture vaccinale des États-Unis surtout. Regardez. Ça, c'est plus de 90% de couverture, d'accord? Ça, c'est moins de 70%. Regardez les États américains. Les États-Unis vont vous dire qu'ils vaccinent très très bien leurs enfants. Ça, c'est juste la primo-vaccination. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'États qui sont bleu nuit, hein, bleu-noir. Ils sont surtout très clairs. Et regardez le rappel. Et on a pris les enfants à 24 mois. Regardez, c'est encore pire. Donc, avant de dire c'est le vaccin cellulaire, il faudrait peut-être aussi vérifier la couverture vaccinale des enfants dans les différents États américains. Et d'ailleurs, quand vous regardez, la majorité des publications viennent de l'Ouest américain, d'accord, plutôt que dans l'Est. Donc ça, c'est la couverture. L'Australie. L'Australie a dit, oh mais non mais c'est terrible, on a des enfants entre 1 et 4 ans qui sont malades alors qu'on vaccine. Alors c'est affreux. Ben oui, d'accord, c'est affreux, mais regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2003? Ils ont supprimé le rappel à 18 mois en disant c'est pas la peine puisqu'il n'y a plus de maladie. D'accord? Alors immédiatement, vous voyez bien que si vous supprimez le rappel à 18 mois, vous avez forcément une augmentation des enfants entre 1 et 4 ans. D'accord? Alors je peux vous dire qu'ils ont réintroduit le rappel en 2017. Ceci dit, entre-temps, 2003 à 2017, c'est 14 ans et il y a eu une augmentation de la mortalité. Donc clairement, la couverture vaccinale, et c'est ça qu'un centre de référence doit faire d'abord, c'est de vérifier la couverture vaccinale dans une région. D'accord? De savoir si réellement la couverture est faite correctement. L'Angleterre. Ah ben, l'Angleterre, c'est fantastique parce qu'effectivement, ils ont eu une augmentation de cas. J'ai oublié de vous mettre la flèche, mais ils ont introduit un diagnostic 2011. Avant, il n'y avait pas de surveillance et il n'y avait pas de diagnostic par PCR. Alors, il est évident que si vous introduisez un diagnostic par PCR, vous allez détecter immédiatement beaucoup plus de cas. Alors, la France, on va quand même vous montrer la France parce que nous aussi, on a une surveillance depuis 1996, 96, qui est une surveillance hospitalière, appelée le RENACOC. Et vous voyez que nous, on a rajouté un rappel adolescent et à l'époque, un cocooning. D'accord? Et vous voyez que nous avons une maladie cyclique. Là, c'est l'incidence des enfants de moins de 2 mois, donc ceux qui sont hospitalisés. D'accord? Et vous voyez qu'en 2012-2013, ben évidemment, on a eu un cycle. Mais l'incidence est toujours plus faible qu'en 2000, avec un diagnostic plus sensible. D'accord? De l'importance d'avoir une surveillance pérenne avec un centre de référence. Il n'est pas utile de faire du sentinelle dans tout le pays, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens humains ni financiers, mais ce qu'il faut, c'est un centre de référence et quelques hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux? Tout simplement parce que le bébé ne vient pas seul à l'hôpital. Il vient accompagné de ses parents, de ses grands-parents, ou de quelqu'un de la famille, mais il vient toujours accompagné et vous pouvez faire un interrogatoire, d'accord? Et vous pouvez poser des questions, voire faire des prélèvements sur les sujets contacts. Donc la couverture vaccinale, je ne ferai que de le répéter, est très importante. Alors nous avons aussi, ce qui est possible, en France par exemple, le réseau Active, qui est un réseau de pédiatres sur tout le territoire, et qui a permis de faire des estimations tous les 10 ans de la durée de protection. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si ce n'est de vous dire qu'on avait déjà mesuré la durée de protection en France avec Pierre Béguet et Emmanuel Grimprel dans les années 90, et on avait vu que c'était à peu près la protection 7-9 ans après le rappel à 18 mois. C'est pour ça qu'on avait introduit un rappel adolescent. Alors, pas de modification de la durée de protection du vaccin, 7-9 ans après le rappel, avec les pédiatres privés,
n'est-ce pas, qui sont dispersés sur tout le territoire. Et là, on a refait en 2006-2015. Vous pouvez considérer que pertussis ou bordetella, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout de la coqueluche. Et vous voyez que l'âge auquel nos enfants commencent à tomber malades et à avoir la coqueluche, c'est l'âge de 8 ans. Et c'est environ 6 ans après le rappel à 18 mois. Alors, qu'est-ce qu'a fait la France? Eh bien, c'est tout de suite rajouter un rappel à 6 ans. Donc, effectivement, la durée moyenne de protection induite par les vaccins cellulaires, c'est 6-8 ans plutôt que 7-9 ans. Donc, c'est un petit peu plus faible quand même. Et c'est pour ça que l'OMS, maintenant, dit qu'il est d'une importance capitale de faire un rappel à 6 ans, c'est-à-dire à l'entrée à l'école. On continue à faire depuis les années 95 et à regarder qui contamine dans l'entourage des cas confirmés. Les enfants, c'est évidemment majoritairement les parents ou la fratrie, c'est-à-dire des adolescents qui n'ont pas encore eu leur rappel, ou la babysitter, ou le professeur ou la maîtresse qui n'a pas été vacciné. Ne pas oublier dans certains pays quand même où l'âge augmente, les grands-parents qui gardent leurs enfants et qui oublient de se faire revacciner, même contre la coqueluche ou la diphtérie d'ailleurs. Le dernier modèle qui vient de sortir, grâce à une surveillance qui avait lieu aussi depuis 16 ans dans le Massachusetts, donc un État de l'Est américain, et qui vient de montrer qu'il n'y a aucune évidence que le changement de vaccin germentier versus acellulaire, n'est-ce pas, soit la cause de l'augmentation de l'incidence ces dernières années, qu'au contraire, ce qui se passe, c'est la diminution de l'immunité vaccinale au cours du temps, plutôt qu'une incapacité à induire une immunité. D'accord ? Donc nous avons des vaccins, on va dire, imparfaits, c'est-à-dire qui vous protègent très bien contre la maladie, mais pendant une durée limitée. Donc il va falloir des rappels. Mais je vous rappelle que la diphtérie, vous êtes habitués à avoir des rappels réguliers, hein, ou le tétanos aussi. Toutes les simulations montrent l'importance des rappels vaccinaux au moins à 18 mois ou à 6 ans. Parce que ce qu'on veut, c'est surtout supprimer la mortalité. D'accord ? Donc supprimer la mortalité, c'est les rappels à 18 mois et à 6 ans. La résurgence, entre guillemets, de la coqueluche, résurgence qui a eu lieu déjà au début des années 80 et puis maintenant au début des années 2010, et la conséquence prédictible, c'était parfaitement prédictible, d'accord, d'une couverture historique trop faible, avec un vaccin imparfait qui a une immunité qui diminue rapidement au cours du temps. Tous les pays vont vous dire on a une stratégie vaccinale, on a même un rappel à 18 mois et à 6 ans. Mais quand vous regardez la couverture, elle est de 10%. Or, l'OMS vous dit 90%, d'accord? Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de dire j'ai telle stratégie. Ce qu'il faut et ce qui est important, c'est de dire voilà la couverture vaccinale. Donc, situation en 2019, les vaccins. Ben, vous voyez, il y a deux types de vaccins. Les acellulaires, c'est les rouges, et les germentiers, c'est les bleus. Alors les rouges, ben, c'est majoritairement l'Europe et l'Amérique du Nord, puisque évidemment c'est les plus chers. Et tout le reste, eh bien, ce sont des vaccins agermentiers. Les vaccins agermentiers actuels sont évidemment distribués par l'UNICEF, Gates, etc. Ce sont des vaccins de différents producteurs et comme il n'y a généralement que très peu de surveillance en Afrique ou en Asie, on ne connaît pas la durée de leur protection. Et en particulier, il y a aussi extrêmement peu de pharmacovigilance. D'accord ? Donc on ne connaît pas exactement quels pourraient être les effets secondaires induits par ces vaccins. Donc, si vous êtes une autorité de santé, vous allez me dire, ah bah oui, c'est très bien, vous allez m'a raconté tout ça, mais qu'est-ce que je fais? Alors, il faut que je passe aux acellulaires. Bon, alors, qu'est-ce que dit l'OMS? Parce qu'on sait aussi très bien que même si on vous dit, eh bien, achetez des acellulaires, il n'y a pas les moyens, d'accord, de les acheter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'OMS a dit, si vous avez des vaccins agermentiers, vous les conservez, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous conservez ça, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ah oui, pourquoi? J'ai aussi oublié de vous dire ça.
Fabriquer un vaccin à germe entier, ça paraît très simple, hein, de faire une culture de bactéries. Mais je vous rappelle, hein, qu'il y a des différences entre les vaccins. On ne sait rien sur les vaccins à germe entier actuels. De plus, les critères, alors ça c'est très important, le papier vient de sortir avec les différents experts qui ont un rôle dans les distributions d'AMM. Dans les pays développés, les critères des vaccins et ce que l'on demande aux industriels, c'est des pages et des pages de contrôle. Quand il s'agit des vaccins à germe entier, ça varie suivant les pays et il n'y a pratiquement pas de contrôle. Ce qu'on regarde juste, c'est que les vaccins soient stériles. Mais concernant l'immunogénicité des vaccins, la composition, la façon dont on les a inactivés, leur reproductibilité de fabrication, c'est extrêmement différent. D'accord? Et c'est pour ça que l'OMS va vous dire de mettre en place une surveillance de la durée de protection induite par ces vaccins qui sont utilisés un peu partout dans le monde. La couverture, eh bien, elle est trop faible en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, mais elle diminue aussi dans certaines régions d'Amérique du Nord et d'Europe à cause des ligues anti-vaccins. Il y a différentes stratégies vaccinales, il n'y a pas de rappel dans certains pays. Là, au Togo, il n'y a pas de rappel, à Madagascar, il n'y a pas de rappel, par exemple, au Cambodge, il n'y a pas de rappel, il y a juste la primo-vaccination. D'accord ? Par contre, dans les pays développés, alors on va vous dire vaccination à 6 ans, vaccination à 11-13 ans, vaccination à 15-16 ans, et puis le cocooning, c'est-à-dire toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui entourent un nouveau-né, d'accord? Donc c'est parents, grands-parents, babysitters, etc. Et puis maintenant, on parle de vaccination maternelle. Donc c'est quoi le meilleur choix pour une autorité de santé publique? C'est extrêmement difficile. Donc que faire à court terme? Parce qu'il faut quand même donner des possibilités. Mais à court terme, c'est déjà de vacciner aussitôt que possible, et on parle en semaines et pas en mois. C'est 6-8 semaines, c'est pas 3-4 mois, hein. C'est 6-8 semaines pour protéger au plus vite. Ensuite, il faut que tous les pays obtiennent une couverture vaccinale supérieure à 90%. Pas 80, c'est 90%. Les vaccinations doivent être effectuées comme indiqué dans les recommandations. Quand on vous dit rappel à 18 mois ou à 6 ans, c'est pas 3 ans et demi ou 10 ans. Un vaccin à 6 ans est recommandé en fonction des données épidémiologiques. Alors la vaccination maternelle. L'OMS, comme Global Pertussis Initiative, considère que la vaccination maternelle serait un atout, n'est-ce pas? Et ça permettrait de sauver la mortalité chez les moins de 2 mois. Alors, la vaccination est sans danger pour la maman et pour l'enfant, et il y a un transfert efficace des anticorps au fœtus. Donc ça, c'est très bien. Mais moi, j'ai mis en noir exprès ceci, parce que travaillant beaucoup dans le réseau, c'est ça qui me fait très peur, et ça, personne n'en parle, ou très peu de monde, mais la Fondation Melinda et Bill Gates n'en parlent pas, c'est qu'il y a une inhibition de la réponse du nouveau-né au vaccin de l'enfance au niveau de certains antigènes coquelucheux, mais aussi diphtérique, tétanique et les vaccins polysaccharidiques, qui peuvent utiliser comme carrière le tétanos ou la toxine tétanique ou la toxine diphtérique. D'accord? Donc, effectivement, vous sauvez de la mortalité, le bébé, mais quand lui, on le vaccine à 6 semaines, et après ensuite à 10, 14 semaines et à 18 mois, il a une inhibition de la réponse. Alors, dans les pays développés, peut-être que ça ne posera pas trop de problèmes, parce que nous avons les rappels. Mais quand il s'agit de pays qui n'ont que la première vaccination, vous imaginez diminuer la réponse immunitaire à la diphtérie, diminuer la réponse immunitaire au tétanos, et surtout au vaccin pneumo, vous voyez ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc, personnellement, je suis pour en cas d'une grande épidémie, etc., mais il faut absolument introduire une surveillance. D'accord ? Donc ceci, c'est ce que je viens de dire, j'avais oublié de passer.
Donc la mise en place d'une surveillance à long terme, car regardez, l'état immunitaire d'un bébé, c'est pas sur 2 mois, hein, c'est sur 10 ans, pour savoir comment il va se comporter après à l'âge de 10 ans. Donc vous voyez, et ça c'est un exemple fantastique, c'est que c'est vrai que ça a donné un espoir. La France a même introduit la vaccination maternelle à Mayotte, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de cas de coqueluche. Mais si nous n'introduisons pas une surveillance ensuite, ça risque, les conséquences peuvent être extrêmement graves pour les bébés qui sont nés de mères vaccinées. L'incidence de la maladie. L'OMS a dit dans son dernier papier l'année dernière qu'il y a 24 millions de cas et 160 000 décès d'enfants de moins de 5 ans, au lieu de 30 millions et 390 000 décès en 1999. Donc c'est très optimiste, vous dites tant mieux, ça diminue la maladie. Oui, alors le problème, c'est que si vous regardez bien leurs analyses, eh ben, en réalité le nombre de décès c'est entre 38 000 et 670 000. Donc ça c'est en fonction de ce que déclarent les pays, d'accord ? Et puis en plus, il n'y a que 76 pays dans le monde qui ont transmis des données, les autres n'ont rien transmis. En plus, en Europe, l'incidence varie entre 0,05 par exemple en Hongrie et en Grèce, mais 80 et 85 en Norvège. Et tous ces pays ont une couverture très élevée, ça c'est vérifié, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes une autorité de santé publique, vous dites, je crois qui? Moi, c'est 0,05 ou c'est 85? Mais je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que suivant l'historique du pays, il y en a qui avaient arrêté la vaccination. Et donc, l'état immunitaire de la population va varier d'un endroit à un autre. Et puis l'autre chose qui va varier, c'est je fais une surveillance ou je n'en fais pas. Si je ne fais pas de surveillance, évidemment, je n'ai pas de cas. Ou je classe ça dans les pneumonies ou infections respiratoires, mortalité. D'accord ? Et puis, je n'ai pas de diagnostic et soudain, j'utilise un diagnostic. Alors évidemment, je vais avoir plus de cas. Donc vous voyez qu'il faut faire, c'est très très important avant de prendre une décision, il faut donc avoir une surveillance correcte. Donc, la surveillance de la maladie, il y a une méconnaissance de la gravité de la maladie, parce que souvent on vous dit, oh bah la coqueluche, oui, bah, on tousse et puis ça ira mieux après, alors qu'un bébé de moins de 3 mois en meurt, mais maintenant, les plus de 70 ans commencent à en mourir aussi. Parce qu'il y a une baisse de l'immunité, et les adultes vous disent « Oh, c'est une maladie pédiatrique, je n'ai pas besoin de me faire vacciner ». Ce qui est faux. Vous pouvez avoir 3 fois la maladie dans votre vie. C'est d'ailleurs ça la difficulté. Il faut qu'on fasse mieux que la maladie avec le vaccin, ce qui est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à court terme maintenant pour la surveillance? Vous allez me dire, mais attendez, j'ai pas de machine, j'ai pas de labo, je sais pas les techniques, je sais rien. Comment je peux faire? Bah déjà, il faut que vous voyez bien, de nouveau, maintenant, ce qui se passe avec la maladie et les différentes phases. Vous avez différents diagnostics directs ou indirects. Il faut prendre le plus simple. On va maintenant arrêter les cultures parce que on sait faire autrement. Ce qu'il faut, c'est faire pour l'instant de la PCR et de faire éventuellement de la sérologie chez les plus grands. Donc, qu'est-ce que j'ai changé par rapport à la première diapo? Rien du tout sauf ça ici. C'est les durées. La durée d'incubation ne change pas. Mais ce qui a changé ici, c'est la durée de la toux paroxystique, sans fièvre, et la durée de la convalescence. Avant, c'était 6 semaines, maintenant ça peut être de 1 à 6 semaines ou de 1 à 12 semaines. Ça va dépendre de l'état immunitaire que vous avez. La maladie peut être atypique chez les adolescents et les adultes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un diagnostic? Ben déjà, il faut faire un écouvillon. Très souvent, une aspiration ou un écouvillonnage nasopharyngé, c'est un peu comme la grippe. C'est pas un peu, c'est comme la grippe. Il ne faut pas faire un prélèvement nasal ou une expectoration, il faut faire une aspiration nasopharyngée ou un écouvillonnage nasopharyngé. Ce qui, très souvent, les gens ne font pas parce que soit ils en voient dans le nez, il n'y a pas de bactéries là, donc ils ne vont pas la détecter ou ils ne vont pas l'isoler.
Et après, les directs, eh bien, c'est la culture. Vous pouvez toujours essayer de faire la culture. Je ne le conseille plus dans les pays en voie de développement parce que c'est très long, c'est très cher et c'est très difficile. On peut y arriver quand même chez les nouveau-nés. Il y a à peu près 60% de réussite, mais c'est très compliqué. D'accord? Mais c'est d'une importance capitale d'avoir les prélèvements. D'accord? Parce qu'au moins, vous pouvez essayer de détecter la résistance aux macrolides, qui est le seul antibiotique que l'on peut utiliser, le seul type d'antibiotique que l'on peut utiliser. Or, malheureusement, les macrolides sont en vente libre dans beaucoup de pays, par exemple en la Chine, le Moyen-Orient et certains pays d'Afrique. Et donc, en ce moment, alors qu'il n'y avait jamais eu de résistance aux macrolides, eh bien, ces résistances augmentent terriblement dans ces pays-là. Mais nous pouvons séquencer le peu d'ADN qu'il y a sur les prélèvements nasopharyngés. Donc on peut directement essayer de voir s'il y a une résistance ou pas des isolats qui circulent. Donc la PCR est le diagnostic le plus sensible, d'accord, le plus rapide, mais ça nécessite quand même un équipement et des réactifs coûteux. C'est pour ça que dans le réseau international, actuellement, on essaye de monter des laboratoires de référence dans certains pays du réseau international afin que ces instituts puissent faire le diagnostic pour le pays. Car avoir un prélèvement pour faire la culture, il vous faut 4 heures de transport. Ce qui souvent n'est pas possible, d'accord? Ça dépend dans quelle région il y a une épidémie de coqueluche. Tandis que pour la PCR, vous pouvez transporter l'échantillon entre 12, même 40 heures, ça peut le faire si c'est pas trop chaud ou trop froid. Vous pouvez transporter et faire la PCR et l'envoyer au centre de référence. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je sais que le Cambodge, par exemple, au tout départ, envoyait certains échantillons au Japon pour avoir une détermination de PCR, et je peux vous dire, ça mettait plus de 2 jours pour arriver au Japon. Donc ils y arrivaient. Donc ça peut être fait dans une ville, il y a un centre de référence, et on transporte les échantillons pour faire cette PCR. Le diagnostic indirect, c'est le dosage des anticorps antitoxines de pertussis. C'est les seuls anticorps qui sont spécifiques, après 3 semaines de tout. Évidemment, on ne le pratique jamais chez les nouveau-nés ou chez les moins d'1 an, parce que d'abord, ils ont été vaccinés. Donc, on ne peut pas faire la différence entre les anticorps vaccinaux et les anticorps infectieux. Et donc, on utilise généralement cette sérologie uniquement pour les adolescents et les adultes. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez un bébé hospitalisé, donc vous ne faites pas de sérologie, mais une PCR, d'accord? Et si vous n'avez pas de kit de sérologie, car là aussi ça coûte cher, eh bien vous avez, puisque le bébé est hospitalisé, la famille autour de vous, et vous pouvez aussi faire des prélèvements chez la personne adulte qui a le plus de contact avec le bébé et qui peut être prélevée, car très souvent c'est le papa ou la maman ou la grand-mère qui ont contaminé, ou le grand-père, qui ont contaminé le bébé. Donc, en résumé, vous faites quoi? Vous vous trouvez face à soit un bébé, soit un adulte qui n'a pas de fièvre, qui a la reprise inspiratoire difficile, le whoop avant de tousser de l'individu, la toux à recrudescence nocturne, une toux persistante de plus de 14 jours, des cas évidemment confirmés dans l'entourage, pas de vaccination récente depuis plus d'1 an, et donc là, vous pouvez vous dire, soit je fais de la culture et de la PCR, soit je fais de la PCR, soit je fais de la PCR sur un cas secondaire ou une détection d'anticorps antitoxines par la technique ELISA. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire très vite? Et c'est le moins cher, c'est instaurer une surveillance hospitalière dans une grande ville. Il suffit de former dans un hôpital pédiatrique 1 ou 2 pédiatres déjà à reconnaître la maladie. Nous avons des films, on peut vous les envoyer, ça c'est pas du tout un problème. Et il faut apprendre à ces médecins, tout comme aux infirmières, comme on a fait dernièrement en Côte d'Ivoire ou au Cambodge, c'est de leur montrer comment on fait le prélèvement nasopharyngé chez un tout petit bébé. Donc ça, on peut le montrer par vidéoconférence, ou en venant dans le pays,
pour la surveillance. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Il faut absolument essayer que dans le pays, on explique à la population qu'il faut vacciner le plus tôt possible et à très haute couverture. Il faut évidemment installer un laboratoire apte au moins à faire la PCR, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et évidemment, comme je viens de le dire, former à la réalisation du prélèvement nasopharyngé. Et mettre en place, évidemment, et ça il faut que vous sachiez, je l'ai dit, c'est extrêmement contagieux. Donc dès que quelqu'un a la coqueluche, il faut traiter tout l'entourage très rapidement au macrolide, sauf si tout cet entourage est vacciné, ce qui dans les pays en voie de développement, c'était quand même extrêmement rare, il n'y a pas de rappel chez l'adulte et l'adolescent, donc il faut le traiter au macrolide très rapidement. C'est pour ça que la PCR est effectivement le diagnostic le plus rapide qui permet de stopper la transmission de la maladie. Donc les macrolides, c'est évidemment, il faut privilégier la clarithromycine, l'azithromycine, et il faut bien vous rappeler, si la personne tousse déjà depuis plus d'une semaine, c'est très peu efficace sur la toux. Elle va continuer à tousser, mais elle va devenir stérile, donc elle ne contaminera plus. C'est au bout de 5 jours pour l'azithromycine, un peu plus d'une semaine pour la clarithromycine. Donc, dernier point, vous allez me dire, mais maintenant vous utilisez des acellulaires, alors pour les souches, elles continuent aussi à bouger. Ben oui, il y a une régulière augmentation de la circulation d'isolats qui ne produisent plus un antigène vaccinal. Alors, moi, je dois dire que j'étais très contente. Je me suis dit, les souches seront moins virulentes. Alors, non. En France, on a été les premiers à montrer que ces isolats sont toujours aussi virulents chez les nouveau-nés. Maintenant, ça a été confirmé aux États-Unis, en Australie, etc. Alors, est-ce que ça joue un rôle sur l'efficacité des vaccins acellulaires? Nous, on avait déjà montré que c'était associé à une maladie nettement moins sévère, quel que soit l'isolat. Maintenant, les États-Unis viennent de montrer qu'il n'y a pas de modification de la durée de protection malgré la circulation de 90%. Nous, on n'avait que 15-20% quand on a fait l'étude. Eux, ils ont maintenant dans leur pays plus de 90% des isolats qui ne produisent plus la pertactine, mais le vaccin est toujours efficace. Malheureusement, je ne peux rien dire en ce qui concerne l'Afrique ou l'Asie, ou même l'Amérique du Sud, car nous ne savons pas, dans ces pays qui utilisent les vaccins à germe entier, comment sont les isolats, s'ils produisent ou non de la pertactine, puisque ce n'est pour l'instant pas encore fait. Donc voilà, juste pour terminer, je vous dirais qu'il faut bien que vous appreniez à votre population et aux autorités de santé que la coqueluche tue toujours, mais qu'on a tout à fait les outils pour la combattre, ou tout au moins la contrôler. Ces outils sont la vaccination et la surveillance qui doivent vraiment se poursuivre ou se mettre en place, mais de façon pérenne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nicole, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'elle a vu aussi tout ce qui se passait dans les pays en développement, aussi bien que les pays développés, donc c'était très bien de voir la comparaison et les deux types de vaccins. Donc je pense que vous avez beaucoup de questions et je ne sais pas, je crois que normalement vous n'ouvrez votre micro que lorsque vous avez les questions. De toute façon, ce n'est pas de bruit de fond, les autres passeront après. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui doivent partir de du labo parce qu'il est très tard. Je ne vois pas d'Asie, je ne sais pas s'il y a d'Asie. Non, ça c'est non. Bon, donc on va passer par Dakar. Est-ce que Dakar, vous avez des questions? Mettez votre micro en route. Allô? Oui, on vous entend. Oui, merci. Merci. Nous avons suivi la présentation vraiment avec grand intérêt. Et la question, c'est particulièrement concernant les essais. Oui. Les essais sont terminés, où il n'y a plus d'essais depuis les années 80, début des années 90. Et ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, ou est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à mettre en route des essais et
à voir concrètement qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu de la documentation déjà, mais est-ce que ce n'est pas obsolète? Alors, à Dakar, il y a encore les vaccins à Germantier. Vous avez de la cellulaire, mais juste dans les pratiques privées. Non, malheureusement, ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il n'y a plus de surveillance depuis les années 2005. On a continué, l'IRD a continué une surveillance, nous aussi un peu, mais pour l'instant, il n'y a plus vraiment de surveillance. Ceci dit, votre couverture a augmenté. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait un labo de référence qui soit mis en place et qui permette, d'une part, d'évaluer la durée de protection chez des enfants. Dès que vous avez un enfant, c'est là où il faut un laboratoire de référence et un hôpital. Dès qu'il y a un enfant qui est hospitalisé pour coqueluche, c'est de regarder dans l'entourage qui a contaminé. Et en fonction de cela, de savoir si la personne qui est dans l'entourage de ce bébé a été vaccinée ou pas. Vous trouverez toujours un 4-5 ans qui n'a pas eu son rappel à 6 ans, alors que votre pays recommande un rappel à 6 ans. D'accord? C'est comme ça que vous vous apercevez déjà que peut-être la couverture ou le suivi des recommandations n'est pas très très bien fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qu'il y a de plus simple, c'est la mise en place dans un hôpital. Je ne sais pas, à l'époque, on avait la surveillance à Le Dantec, mais je ne sais pas où ça pourrait être fait maintenant. C'est de mettre en place avec un pédiatre et un microbiologiste, juste commencer une surveillance à Dakar. Après, vous l'étendrez, mais d'abord, il faut mettre ça en place. Une PCR, je pense qu'à Dakar, il n'y a aucun problème pour mettre en place une PCR et de former quelques pédiatres et quelques infirmières. Et ensuite, de faire une analyse de la situation. Un essai clinique, ce n'est pas possible, d'accord? D'abord, vous n'allez pas avoir, le placebo est interdit, et on n'a pas d'autres vaccins à mettre sur place. Ce qui se passe, tous les vaccins acellulaires, pour l'instant, sont surveillés via la Suède et puis quelques pays dans le monde. Les vaccins à Germantier, ils ne sont pas surveillés. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place dans les différents pays asiatiques et africains des laboratoires de référence qui puissent nous dire « Ah, le vaccin, il protège quand même 6 ans. » Ou « Ah non, le vaccin, comme au Canada, par exemple, ou en Hollande, il protège 2 ans. » C'est-à-dire, j'ai des enfants qui ont la coqueluche à 3 ou 4 ans, ce qui n'est pas normal. Vous voyez? C'est ça qui est le plus important, c'est de mettre en place cette surveillance. D'accord, merci. Actuellement, à Dakar, il y a le réseau de surveillance de la fièvre qui, en mois de mai passé, a pu faire avoir un outbreak de cas de coqueluche. Et effectivement, on a remarqué que la personne, c'était un enfant, un bébé qui était né à peine 3 semaines après. Et on s'est rendu compte que c'est probablement la mère qui a été à la base de cette contamination. Mais vous l'avez diagnostiqué comment? PCR. Parce qu'on le faisait avec la grippe. On faisait les couvernages nasopharyngés systématiques avec la grippe. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir... Très bien. Très bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est le même prélèvement. Donc il faut le faire, mais il faut qu'il y ait un laboratoire de référence qui ait les dernières techniques, etc. Et ce n'est pas, je veux dire, tous les protocoles peuvent vous être envoyés de Paris, ça sans aucun problème. Que vous soyez à l'Institut Pasteur ou en dehors, je veux dire, ou à l'hôpital. On peut vous envoyer tous les protocoles standardisés, etc. Et comment faire l'enquête auprès de l'entourage du bébé qui est hospitalisé. Et après, il faut effectivement le déclarer. Le problème des autorités de santé actuellement, c'est qu'ils n'ont pas le nombre de cas. Ils ne savent pas s'il y a réellement des cas. Là, vous dites, on a diagnostiqué des cas groupés. C'est très bien. Mais après, il va falloir les publier. Il faut quand même qu'il y en ait plusieurs et qu'il y ait une surveillance qui se fasse correctement. Si mes souvenirs sont... Non, je suis même sûre, d'ailleurs, vous avez le docteur Hélène Broutin de l'IRD, qui est très bien formée là-dessus, et qui doit être à Pasteur, et donc avec qui vous pouvez déjà discuter, si vous voulez mettre en place la surveillance. On vous aidera. Hélène peut déjà vous aider, parce qu'elle est à Dakar jusqu'au mois d'août encore. Donc Hélène Broutin, Hélène Broutin peut vous aider. Et nous-mêmes aussi, vous avez nos adresses e-mail, vous nous écrivez. Moi, j'ai toujours l'adresse Pasteur.
Tiens, je reconnais quelqu'un sur une... Il y a Madagascar. Bon, vas-y, tu veux poser des questions, là, Madagascar? Ah, mais comme j'ai été reconnu, j'ai essayé de me cacher à moitié. Mais non, mais je t'ai reconnu. Et j'étais content en fait d'entendre mon collègue de Dakar parce que j'avais un commentaire et c'est lié un peu à ce qui s'est passé à Dakar. Donc ma première question c'était par rapport justement à la vaccination des femmes enceintes. Est-ce que il y a, donc tu disais que il n'y avait pas de souci, mais est-ce que ces études elles ont été faites avec le vaccin cellulaire et est-ce que l'utilisation du germe entier par contre peut être problématique? Pour l'instant, le vaccin à germe entier est interdit au-delà de l'âge de 6 ans. D'accord? Donc, tu ne peux pas l'utiliser pour une femme enceinte. Donc, toutes les études ont été faites avec des vaccins cellulaires, 3 ou 5 composants, oui, c'est ça. Alors, c'est extrêmement difficile pour l'instant. Il semble qu'il y ait une efficacité certaine, ça protège contre la mortalité, d'après l'Angleterre. Mais tu comprends qu'il faut continuer pendant au moins 5-6 ans pour vérifier réellement l'impact sur l'incidence en raison des cycles de coqueluche. Parce qu'effectivement, tu commences à vacciner même au sommet ou à la début de la descente du cycle, évidemment tu vas avoir un impact. Mais bien sûr, il n'y a plus de cas de coqueluche après. Donc actuellement, l'Angleterre, qui est le pays, je pense, qui a la plus haute couverture chez les femmes enceintes, c'est à peu près 65-70%. Il continue la surveillance encore jusqu'au prochain cycle. Le prochain cycle qui commence à démarrer. Je sais pas, je rentre du Maghreb, ils ont déjà beaucoup plus de cas. En France, il y a plus de demandes déjà à Cerba. Donc je pense qu'on va commencer un cycle. Vous voyez, le dernier cycle était 2014. On est en 2019. Il va y avoir un cycle de coqueluche là. D'accord. Voilà. Oui, ma deuxième, c'est pas vraiment une question, un commentaire, mais tu pourras intervenir bien sûr là-dessus. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi que la surveillance, c'est fondamental, et notamment dans nos pays, parce que, bon, la vaccination, malheureusement, quand on voit les difficultés, tu es peut-être au courant de l'épidémie de rougeole que l'on a ici, et pourtant, la vaccination rougeole, c'est sûrement, la couverture vaccinale est certainement meilleure que beaucoup d'autres vaccins. Donc malgré ça, on arrive à avoir des problèmes. Donc c'est vrai que la surveillance et la détection rapide et le diagnostic rapide, ça c'est fondamental. Et du coup, je rebondis un petit peu avec le commentaire de Dakar. C'est vrai que ça sera difficile dans nos pays de mettre en place des surveillances spécifiques d'été là. Je pense que vous pourriez, enfin en tout cas moi j'en ai parlé à Jean-Marc, vous pourriez utiliser justement les réseaux, donc le réseau Sentinelle des fièvres qui existe au Sénégal. C'est une transition, mais il y a une surveillance de la grippe qui est quand même assez robuste depuis de nombreuses années. Je pense qu'on pourrait se greffer là-dessus, même si effectivement il y aura un léger souci, c'est la notion de fièvre qui n'existe pas au départ. Oui, mais tu peux avoir des co-infections. Hein. Les co-infections grippe bordételle sont classiques aussi. Or, vous avez le même prélèvement. Donc, c'est une très bonne idée. Oui. Bon, je sais, il y a le problème de la fièvre. Hein. Alors, chez les enfants en bas âge, normalement, c'est la prise en charge des cas, des infections respiratoires. Il n'y a pas forcément, on n'oblige pas les cliniciens à respecter scrupuleusement la définition de cas fièvre, puisque pour les enfants, il peut ne pas y avoir de fièvre pour certaines autres viroses. Mais donc, on pourrait, après, c'est les enfants plus âgés, effectivement, on pourrait passer à côté parce que justement, ils ne seraient pas prélevés, puisqu'ils n'ont pas forcément de fièvre. Donc il faudra effectivement qu'il y ait des formations spécifiques. Oui, mais il faut déjà commencer. C'est pour ça, il faut déjà commencer. Il faut essayer de mettre en place, mais surtout, mettez en place petit au départ. Même si vous allez perdre des cas, oui, d'accord. Mais déjà, il faut montrer aux autorités de santé que ça existe et que ça peut être très grave. Tu sais bien que là, on a quand même eu, déjà, ça fait 3 décès, je crois, à Mada. Donc, or, au tout début de l'étude, parce que là, on a une étude périodique dans 4-5 instituts du réseau international,
les gens nous ont dit, mais non, mais il n'y en a pas de coqueluche, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas, mais voilà, oui, ça existe et ça tue. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un problème de surveillance. Mais encore une fois, c'est une excellente idée là, de se dire, de se baser sur des réseaux qui existent déjà. Très bien, merci. Je vais laisser la parole. Merci encore pour ta présentation. Alors, on a pris la présentation en cours parce qu'on a eu des soucis techniques. Ah, oui. On n'a pas pu tout voir, mais bon, ce qu'on a vu, c'était très intéressant. Merci encore. Merci. À bientôt. À bientôt. Il y a d'autres questions? Oui, moi je vais prendre la parole. Donc Marie-Kelf, et je suis avec Hélène Payorias, on est toutes les deux bactériologistes au CHU d'Angers. Ouais. Alors je voulais d'abord vous remercier pour cette très belle présentation. Et j'avais une question. Alors nous participons à l'étude européenne Pertinent. Oui. Est-ce que vous avez déjà des résultats préliminaires qui pourraient être communiqués? Non, j'ai pas encore de... Non. Eh bien, vous êtes... Julie Tubiana n'a pas encore transmis les premiers résultats? Parce que je n'en ai pas notion. Mais... Le CNR non plus? Mais ça, je peux essayer de leur communiquer. Oui. Je ne sais pas. Il y a une terrible difficulté avec ce projet pertinent, cette surveillance pertinente. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement... la France a donc depuis maintenant 1996 une surveillance hospitalière. Et donc, on a essayé, l'Europe, le CDC européen, a demandé à ce que cette surveillance hospitalière soit établie dans d'autres pays, je crois que l'Espagne, la Hollande, la Roumanie, je ne sais plus quel autre pays, qui est cette surveillance hospitalière avec les mêmes définitions cliniques et les mêmes diagnostics bactériologiques, donc la même PCR, voire la culture, mais surtout la PCR, et que ce soit les mêmes. Il y a d'énormes difficultés, effectivement. Mais bon, c'est en cours. Alors moi, Julie Tubiana, le docteur Tubiana, qui est le côté clinique du CNR actuellement, m'avait dit que c'était en cours, qu'elle suivait, mais je n'ai pas pour l'instant de résultats de l'enquête. Très bien, merci. Mais c'est vraiment pour essayer, par exemple, sur l'Europe, mais là... On en est par rapport au réseau international à la deuxième étape, c'est-à-dire que nous avons des centres de référence, nous avons déjà un réseau dans notre pays et on essaye qu'il y ait maintenant une stabilité du diagnostic et la même définition dans toute l'Europe. Ce qui est déjà une étape supérieure et un petit peu compliquée, mais bon, on y arrivera puisque maintenant avec Internet on peut envoyer comment on fait un prélèvement, les diagnostics PCR, etc. On peut le faire. Moi, mon souhait aussi, c'est que des chercheurs fondamentaux essayent de mettre au point aussi des diagnostics beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles à utiliser au pied du malade, du lit du malade, comme on faisait avant avec les souches. Ça devrait être possible. Pour l'instant, pour Pertussis, on n'a pas, mais des tests PCR beaucoup plus rapides qui se transportent, ça pourrait être dans le futur quelque chose aussi de bien. L'autre chose, je ne suis pas rentrée dans les détails sur la détection des différentes espèces de bordetelles, car pour l'instant, pour le bébé, il n'y a pas de problème. Quand vous avez une PCR positive avec le fameux test qu'on appelle IS481, c'est un test, c'est du pertussis. Le problème se pose après pour les adolescents et les adultes. Pour l'instant, ça ne se pose pas du tout dans le réseau international. Mais alors ça, je peux vous le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'holmésie chez les tout petits bébés, chez les moins même de 9 ans, qui est une bactérie qui cross-réagit avec pertussis. Et quand il y en a, parce qu'il peut y en avoir, par exemple au Maroc, il y en a, c'est toujours associé à pertussis. Donc de toute façon, le diagnostic, c'est pertussis. Holmésie est un pathogène opportuniste qui ne provoque pas la toux, mais qui peut conduire à des faux diagnostics chez l'adolescent et l'adulte vacciné. Voilà. D'accord. Alors, j'avais une autre question. Donc, oui. Quand on vous envoie les souches, vous faites des séquençages complets de génome. Est-ce qu'il y a une grande diversité
clonal Oui. qui circule en France? Alors non, c'est très peu polymorphique. Pertussis, ça bouge très très peu. Le seul problème là, le problème, c'est pour l'instant pas un problème, c'est la non-expression et non-production de la pertactine, qui est un antigène vaccinal. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a peut-être une pression vaccinale. Mais là, il y a différents papiers qui sont sortis maintenant sur des équipes américaines qui ont séquencé toutes les espèces de bordetelle et tous les isolats circulants. Encore une fois, je vous rappelle que pertussis est un germe très récent, donc, et qui s'est attaché à l'homme, donc il est spécifique de l'homme, mais c'est très récent, donc il peut toujours évoluer, d'accord? Toutes les autres espèces de bordetelle, que ce soit pétri, holmésie, bronchiseptica, etc., évoluent de la même façon, d'accord? Elles continuent à s'adapter à leur hôte, et là, il n'y a pas de pression vaccinale, hein, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, c'est quand même, parapertussis, c'est aussi en train d'évoluer. Or, le vaccin actuel ne protège pas contre para. Donc, bon, le vaccin intervient certainement, mais c'est qu'une part mineure. On a quand même un genre bactérien qui est récent. Donc ça, il faut bien toujours y penser. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut une surveillance quand même. Bon, là, actuellement, Sylvain Brisque a séquencé toute une partie de la collection que nous avions mis en place, nous, à Pasteur, montre bien que pour l'instant, il n'y a pas l'émergence d'un clone particulier. Donc, il n'y a rien. Ça a été dit à la RECAG, là. Il n'y a rien de spécial. Mais il faut surveiller. Et c'est aussi pour ça qu'en France, on a aussi bien la surveillance hospitalière que cette surveillance active avec les pédiatres privés pour surveiller la durée de protection. Parce que c'est comme ça que vous verrez qu'on analysera après les souches. C'est si tout d'un coup on a des enfants de 4 ans ou 3 ans qui sont malades, là on va se poser des questions. On va dire il y a un problème d'efficacité du vaccin ou de vaccination. Enfin, si c'est des enfants dont on voit le carnet de vaccination, ils sont correctement vaccinés, tout d'un coup ils sont malades, il y a peut-être un problème du vaccin. Donc c'est pour ça qu'on évalue avec Active depuis maintenant presque 20 ans la durée de protection induite. Et ça, la durée de protection induite par une stratégie vaccinale, il faut le faire tous les 10 ans. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et félicitations à Angers pour le cocooning. Je retransmettrai le message au pédiatre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une question pour le pasteur Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Oh, bah, en Côte d'Ivoire, vous allez avoir une belle surveillance là bientôt, j'espère. Oui, avec Véronique, oui. Allez-y. J'avais une question. Oui. Sur le vaccin cellulaire. Oui. Est-ce qu'il y a des effets non spécifiques, des effets bénéfiques non spécifiques du vaccin? Non, ce vaccin induit beaucoup moins d'effets secondaires. Les vaccins cellulaires, non, il n'y a pas de problème. Par contre, le vaccin à germentier que vous utilisez en Côte d'Ivoire, bah, c'est un des aspects de la surveillance aussi qu'il va falloir faire. Est-ce que ça induit des effets secondaires ou pas? J'ai pas l'impression, d'après ce que nous a dit votre directeur de la santé publique, mais ça peut, c'est quand même aussi quelque chose à surveiller. Ok. Et derrière aussi, est-ce qu'il y a des effets non spécifiques, c'est-à-dire si d'autres infections respiratoires? Non. Pour l'instant, non, c'est vraiment spécifique, c'est un vaccin cellulaire avec juste de la toxine de pertussis, donc c'est essentiellement, ça protège essentiellement contre pertussis. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet non spécifique décrit. Et qu'en a-t-il devenu du vaccin nasal? J'ai vu entendre qu'il y a un vaccin nasal en lycée, là. Alors, le vaccin nasal, une phase 2 va commencer, où elle vient juste de commencer, ou elle va commencer d'ici un ou 2 mois. C'est une souche atténuée de pertussis, d'accord, qui n'a plus de toxine de pertussis et qui serait inoculée par voie nasale. Il va y avoir, mais c'est juste une phase 2 pour l'instant. Ok.
Mais il faut aussi vous rappeler... Il faut aussi vous rappeler, alors effectivement, ça induira vraisemblablement le même type d'immunité que l'infection. En plus, ça peut stimuler l'immunité mucosale, mais rappelez-vous aussi que la maladie n'induit pas une protection à vie. Hein. Donc le vaccin, c'est un très bon essai de commencer avec ce vaccin, mais pour l'instant, ça ne sera pas mis sur le marché tout de suite. D'autres questions? Non, merci Nicole et... À bientôt. Bonne continuation là-bas. Merci. Catherine Vigne dans le Vaucluse. Oui, bonjour. Bonjour, praticien en hygiène donc sur le territoire du Vaucluse. On a eu pas mal de cas de coqueluche, j'en ai eu au mois de juillet dans un de mes établissements de santé. Oui. Et donc on a voulu lancer une campagne vaccinale. Oui. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vaccin seul. Et donc il faut obligatoirement revacciner contre diphtérie, tétanos, polio. Et ça pose un problème parce que celui-là, il ne se fait pas tous les 6 ans. Vous pouvez le faire à 1 mois d'intervalle, déjà. Ça a été inscrit dans le calendrier vaccinal. Enfin, pas tous les mois quand même, hein. Mais vous pouvez le faire à 1 mois. Mais alors, attendez, je ne comprends pas. Qui est-ce qui... Vous vouliez vacciner qui? Ben, en fait, on voulait avoir un statut immunitaire correct par rapport à la coqueluche sur le personnel de santé de l'établissement. Et c'est infaisable par rapport aux autres vaccinations, en fait. Si, alors c'est ce qu'ils vous disent bien. Si malheureusement le personnel hospitalier, le cocooning et pour le personnel hospitalier, la recommandation date de 2004 quand même. C'est là où c'est difficile à mettre en place quand même. Mais bon, depuis 2004, donc on recommande à tout le personnel hospitalier de se vacciner comme toutes les personnes qui sont dans l'entourage d'un nouveau-né. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il est bien écrit dans les recommandations que si, malheureusement, imaginons, quelqu'un travaille dans un service de néonatologie ou en pédiatrie, ou en maternité, et vient d'être avoir ce qu'on appelle un revaccin, c'est-à-dire un DT polio, alors qu'il n'avait pas la coqueluche, on peut le revacciner à 1 mois d'intervalle, même avec un vaccin contenant la coqueluche. Alors, pourquoi il n'y a pas de vaccin non combiné? Parce qu'il faut refaire toutes les phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, parce que ce n'est pas du tout le même vaccin. Et deuxièmement, tous les pays ont dit c'est beaucoup mieux d'avoir les 4 valences parce que les adolescents, les adultes ne se revaccinent pas contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Or, il faut qu'ils se revaccinent régulièrement. Donc c'était ça à l'origine. Alors maintenant, il y a le problème de la vaccination maternelle. Est-ce que si votre fille veut avoir un bébé, puis 2 ans après un autre, et puis 2 ans après un troisième, est-ce que à chaque fois vous allez la vacciner contre les tétanos, la diphtérie et la polio? Donc c'est un peu la même question que vous posez. Les médecins disent oui, il n'y a pas de problème. Bon. Oui, c'est dur à faire comprendre. Je sais. Mais alors à 1 mois d'intervalle, j'ai moi-même j'ai même publié avec ça. Avec Jean Bétou, donc ça on l'a publié, il n'y a aucun problème à 1 mois d'intervalle, d'accord, jusqu'à 1 mois d'intervalle. Alors donc généralement le personnel hospitalier, ils ont leur vaccination il y a 1 an ou 2 ans, ils ont eu leur revaccin, ah zut, il n'y avait pas la coqueluche, il faut revacciner avec la coqueluche. Vous pouvez le faire sans crainte, je ne vous dis pas de le faire, je vous dis tous les mois, mais une fois, il n'y a aucun problème, et ça c'est inscrit dans les recommandations normalement, hein. Parce qu'on avait fait l'étude pour ça en 2004. Parce que justement, il y avait beaucoup d'erreurs entre Revaxis et Repevax, par exemple. Les pharmaciens se trompaient de vaccin. Ou disaient « Ah, il a dit Repevax, ben on va vous donner Revaxis, c'est pareil. » Non, on a eu plusieurs cas comme ça, c'est pour ça qu'on a fait l'étude, et c'est pour ça que c'est inscrit dans les recommandations. Donc vous pouvez rattraper. Il n'y a pas de problème. Oui. J'ai une autre question. J'étais en lien avec l'ARS et je leur ai demandé l'état au niveau de la ville pour voir un petit peu où on en était. Or, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Non, c'est plus. Ils étaient capables de me dire où on en était au niveau de la ville.
Et ça, c'est un problème. Ah, c'est un énorme problème. Vous avez quelques... Alors si, quand même, la France... Enfin, il y a eu quelques études, en particulier Vaccinoscope. Donc, ce qu'on peut dire en France, vous avez plus de 95% pour la primo-vaccination. Vous avez plus de 90% pour le rappel, alors que maintenant, nous avons une stratégie 2+1, donc après le rappel à 11 mois. Ça marche très bien et maintenant c'est même remonté à 6 ans à plus de 90%. Par contre, on est plutôt aux alentours de 85 pour le rappel adolescent et on serait plutôt aux alentours de 50%, si ce n'est 40% pour le cocooning, c'est-à-dire la vaccination adulte. Il n'y a pas d'estimation vraiment à 25 ans, mais il y a une étude en cours en ce moment pour estimer la couverture vaccinale. Mais il n'y a pas que la couverture vaccinale, ce qu'il faut aussi étudier, et ça c'est très important, il y a un papier qui vient de sortir là, de la Haute Autorité de Santé Publique, c'est de montrer que la vaccination n'est pas toujours faite en temps et en heure comme recommandé. Et moi je viens de sortir un papier là, à Saint-Pétersbourg, alors c'était épouvantable, on était persuadés qu'à Saint-Pétersbourg tout serait réglé et tout bien fait en temps et en heure. Alors ça va à peu près pour la primo-vaccination, mais quand on leur dit rappel à 18 mois, quelquefois c'est à 36. Hein. On n'a que 25% des enfants qui sont vaccinés à 18 mois pile. Ah, pile, quoi, je veux dire entre 16 et 20 mois. Et c'est terrible, il y a des écarts énormes. Et en France, il y en a aussi. Donc c'est pour ça que déjà pour commencer, on ne dit pas 2 mois, on dit 8 semaines. Il faut absolument que dans les maternités, on dise bien aux parents, c'est à 8 semaines que l'enfant doit être vacciné. Et de respecter après à 4 mois, à 11 mois, à 6 ans et à 11-13 ans. D'accord. Merci voilà, beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? L'amphi-escandre, je ne sais pas ce que c'est. Merci beaucoup. C'est Alessi, pasteur de Bangui. De Bangui, oui. Ouais. Bonjour. Merci beaucoup, Nicole, pour ton cours qui est vraiment très important et surtout que ça relève la question de la vaccination. Alors, j'avais une petite question tout à fait pratique par rapport à nos pays en Afrique où il y a une question importante par rapport à la compréhension de la population et même de tout le monde sur la question de la vaccination. Et surtout que dans la plupart des pays africains, il n'y a pas vraiment des études faites préalablement avant d'introduire des vaccins. Oui, c'est ça le gros problème, oui. Oui, oui. Ouais. Et comme par exemple par rapport à la poliomyélite, où il y a des vaccinations à répétition, et il y a des cas de poliomyélite qui se révèlent après la vaccination. Oui. Vous allez retrouver dans certaines régions, on fait la vaccination aux enfants, et ça fait un boost, il y a des enfants qui vont développer la poliomyélite. Alors, je vais vous demander par rapport à votre expérience, par rapport à la coqueluche, même s'il n'y a pas vraiment d'études jusque-là qui sont faites pour la surveillance par rapport au vaccin à germe entier, est-ce que vous pensez que je suis tout à fait d'accord avec vous de faire des enquêtes quand il y a un enfant qui a la coqueluche, il faut faire des enquêtes dans l'entourage? Est-ce que vous pensez qu'à la longue, même s'il n'y a pas encore des études, lorsqu'un enfant fait la coqueluche et qu'on part dans l'entourage, on vaccine ces enfants-là, qui ont moins de 6 ans, avec les vaccins à germe entier, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire les cas comme la poliomyélite d'abord? Est-ce qu'il y a des possibilités à la longue de faire d'abord des enquêtes de dépistage s'il y a des cas de coqueluche et qu'on fait d'abord des dépistages dans l'entourage des enfants qui ont eu la coqueluche avant d'introduire la vaccination chez ces enfants-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'après on puisse avoir des cas de coqueluche chez les enfants qui ont été vaccinés? Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire que vous voulez savoir, quand il y a un enfant qui a la coqueluche,
vous essayez de les vacciner tous dans l'entourage, mais avant, il faudrait savoir s'ils ont été vaccinés ou pas. C'est pas la peine de les revacciner s'ils ont été vaccinés. Bangui, vous avez juste la primo-vaccination. Oui. C'est ça, il n'y a pas de rappel à 18 mois. Bon, en fait, j'ai dit par rapport à la généralité dans la plupart oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est recommandé par la recommandation au niveau de Bangui, est-ce qu'il y a un rappel à 18 mois? Non. Bon, il n'y a pas de gens qui ont d'idées dans la salle. Oui, je pense qu'il n'y a pas de rappel. D'après mes connaissances, il n'y a pas de rappel. Donc déjà la primo-vaccination va protéger l'enfant contre la mortalité. Mais ça ne va pas le protéger jusqu'à 6 ans. Hein. C'est pour ça qu'il faut quand même un rappel à 18 mois ou 2 ans. D'accord? Au plus tard. Donc, quand un bébé a la coqueluche, dans l'entourage, s'il y a un 3 ans, 4 ans ou 5 ans, il est clair qu'il peut avoir la coqueluche, au pire des symptômes atténués, mais il va tousser, hein. Il va tousser sans fièvre normalement. Bon, ceci dit, vous avez d'autres pathologies associées, mais à Bangui. Donc, ce qui est très important, c'est de faire les prélèvements, de montrer qu'il avait la coqueluche. S'il a eu la coqueluche, s'il a la coqueluche, c'est pas la peine de le vacciner. Vous pouvez attendre le prochain rappel. C'est pas la peine, il a eu la coqueluche. D'accord? Donc c'est pas la peine de le vacciner. Donc il faut vraiment, quand quelqu'un a la coqueluche, il faut regarder dans l'entourage qui tousse. Qui a toussé 3 semaines avant? Puisque je vous dis, la période d'incubation est très longue. Donc il y a forcément quelqu'un qui a toussé avant, et il y a quelqu'un qui va tousser après. Donc effectivement, pour ceux qui ne toussent pas, qui n'ont aucun symptôme, là il faut quand même vérifier la vaccination. D'accord? Et là, ceux-là, vous pouvez éventuellement les vacciner. Mais les autres, normalement, ils ont eu leur primo-vaccination. Ce que vous pouvez immédiatement mentionner, c'est qu'ils ont eu la primo-vaccination, mais ils sont malades, et ils ont 3 ans, par exemple, 2 ans ou 3 ans. Et donc, il faudrait absolument un rappel. Mais eux, ce n'est pas la peine de leur faire un rappel avant 6 ans, puisqu'ils viennent d'avoir la maladie. Vous voyez? Donc c'est là où il vous faut, au départ, et il ne faut pas énormément de travail, il vous faut quelqu'un de très motivé, qui connaisse bien les différentes phases de la maladie, d'accord, et qui fasse une petite enquête. Parce que très souvent, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut une enquête et il faut une certitude de coqueluche. Donc c'est vrai qu'il faut un diagnostic PCR parfaitement spécifique, d'accord? Mais ça, encore une fois, on peut vous envoyer les... Surtout, pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'y a pas de kit qui détecte toutes les espèces aussi sensibles qu'une PCR 481 ou 1001. Attention. Il faut faire attention aussi à tous les kits qu'on peut vous vendre. Ne les achetez pas forcément. On peut vous envoyer les protocoles. Vous pouvez le faire chez vous. Vous avez suffisamment d'équipement à Bangui. Ouais. Il faut faire très attention aussi à ces kits qui, soi-disant, détectent le monde entier, tous les virus et toutes les bactéries, et qui ne sont pas forcément très spécifiques. Il y a eu le cas là en Tunisie, et c'est pas bon du tout. Donc ça dépend des kits. Les kits, il faut les évaluer aussi. Et ça, les CNR doivent le faire. Mais Bangui, vous pouvez faire une petite étude. Oui? Quelques interrogations de Bangui toujours. Vous me suivez? Oui. C'est primo, c'est pour savoir s'il y a déjà eu une étude comparative entre vaccin à germe entier et vaccin acellulaire dans une population donnée. Et la deuxième question, qu'est-ce qui peut justifier le cycle de 3 à 5 ans du moment où la protection varie de 6 à 8 ans? Oui. Et la dernière interrogation, on y va? Oui. La dernière interrogation, c'est de savoir s'il y a un mécanisme de variation antigénique chez l'agent causal de la coqueluche. Oui. Merci. Alors, les essais cliniques ont eu lieu. Déjà entre 90 et 95, il y a eu une dizaine d'essais cliniques. Donc ça, les résultats ont été donnés. C'était
tous les vaccins acellulaires étaient environ une efficacité de 85%, alors qu'on avait certains vaccins à germe entier qui avaient une efficacité de 95%, donc plus forte, plus élevée, disons. Mais on avait aussi des germes entiers qui avaient des efficacités de 50%, hein. Et pas chez n'importe qui, c'est-à-dire au Canada, en Hollande par exemple. Très mauvais vaccins, alors que la France, l'Angleterre et l'Allemagne avaient d'excellents vaccins. Donc il faut faire très attention, je vous l'ai dit plusieurs fois, un germe entier n'est pas forcément identique à un autre germe entier. Donc ces essais cliniques ont eu lieu. Maintenant, plus personne ne s'intéresse aux germes entiers qu'il y a en Afrique ou en Asie. D'abord, il y en a beaucoup. Et s'il n'y a pas une surveillance faite dans votre pays, vous ne savez pas combien de temps dure la protection. C'est pour ça qu'il faut que vous instauriez une surveillance de la durée de protection. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vous ai dit, les variations antigéniques, oui, il y en a, mais c'est très peu polymorphe. Et pour l'instant, ça n'affecte pas l'efficacité des vaccins. D'accord? Et la troisième question, j'ai oublié, c'était quoi? C'est... Qu'est-ce qui justifie le cycle de trop? Ah, le cycle, oui, oui, c'est une excellente question, ça. Ouais. Ben, certains ont dit que c'est aussi la variabilité antigénique, mais surtout, vous avez généralement une baisse de la couverture quelque part, et ça permet à certains germes un peu différents d'émerger, et ça vous fait des épidémies de coqueluche, d'accord? Mais c'est principalement dû à une baisse de la couverture juste avant l'émergence du cycle. Et là, c'est clair, les États-Unis ont commencé, ils n'ont pas une couverture suffisante en Californie, et ça a émergé. Après, ça a émergé en Australie parce qu'ils avaient supprimé un rappel, et en Angleterre, il n'y avait pas de rappel, et pas de surveillance de toute façon, et donc effectivement, ils ont été très choqués de leurs quelques morts. Bon. Après, il faut bien se vérifier, c'est pour ça que quand vous faites l'enquête, il vous faut le carnet de vaccination, il faut vraiment faire toute l'enquête. Il ne faut pas juste dire il y a une épidémie de coqueluche, il faut quand même vérifier. 9 fois sur 10, vous avez un membre qui n'a pas été vacciné correctement et pas suivant les recommandations. Parce que très souvent, on me dit mais le vaccin ne marche pas, regardez, il y a des adolescents qui sont malades et qui ont contaminé un bébé. Eh bien oui, mais quand vous regardez le calendrier vaccinal, il n'a pas eu son rappel à 11-13 ans. Donc voilà, à chaque fois, il y a quelque chose, il y a aussi... La plupart des gens, et surtout à Bangui, ils ne vont jamais imaginer que la coqueluche peut atteindre les adultes. Or, vous verrez, essayez d'analyser 5 ou 6 cas de bébés hospitalisés pour coqueluche. Vous verrez que c'est toujours le père ou la mère qui ont contaminé. Ok. Nicole? Oui? D'autres questions? Non, merci. De rien. Mais surtout, n'hésitez pas à poser les questions. Maintenant, vous avez Internet. J'ai pas prévu d'aller à Bangui tout de suite, mais posez les questions. Et surtout, n'abandonnez pas quand il y a un cas de coqueluche. Là, vous venez d'entendre dans le Vaucluse, il y avait une question bien précise. J'ai eu plusieurs cas de coqueluche et je me suis aperçue que mon personnel hospitalier n'était pas vacciné. Mais là, on a un problème en France. Ils étaient quand même vaccinés diphtérie, tétanos, polio. Alors je fais comment pour faire? Je veux dire, tout ça, c'est des questions de terrain. Alors, en ce qui concerne Bangui, vous avez des questions de terrain qui nous intéressent aussi. Pour prévenir l'OMS, comment vous voulez que j'explique à l'OMS? Actuellement, l'OMS, c'est essentiellement le Canada, les États-Unis, l'Australie et l'Angleterre, vous voyez? Malheureusement, quand on arrive avec le réseau international, il faut se battre et il faut le dire. Alors faites remonter aussi toutes ces questions. Et après, on essaiera. Alors, en ce qui concerne la France, moi, je peux faire remonter à nos réseaux de surveillance et au ministère. Et dans le réseau international, je peux faire remonter à l'OMS. Donc ça, ou à d'autres experts, si je ne sais pas répondre. Parce que ça peut toujours arriver. Mais c'est d'une importance capitale d'introduire cette surveillance. Et les gens à l'OMS ne se rendent pas compte de tout le travail que vous allez devoir faire. Mais nous, on peut vous faciliter le travail. Merci d'avance. De rien. Non, mais surtout, n'abandonnez pas. Ne serait-ce que, vous savez, il faut publier, même si c'est qu'une note. Parce que nous, on s'en sert après. Dites-le.
Dites-le, parce que très souvent, vous avez votre expérience. Vous savez, là, l'histoire du Vaucluse, il faut le publier, quoi. Je veux dire, il faut le dire. Et c'est typiquement des... Là, c'est l'intérêt de ce genre de discussion tous ensemble. Mais vous voyez aussi que les problématiques ne sont pas les mêmes à Angers, dans le Vaucluse ou à Bangui, malheureusement. Bangui, vous avez un autre problème, c'est que vous avez d'autres pathologies. Et la coqueluche va être classée comme pneumonie ou infection respiratoire. Ils ne font pas les diagnostics. Ça serait très important de montrer qu'il y a au moins 30 à 40% de ces infections respiratoires, c'est de la coqueluche. Et il y a un vaccin. Alors ça serait quand même plus intéressant de vacciner correctement avec un vaccin correct, reproductible, d'accord, que d'essayer de soigner tous ces gens ou de classer les décès dans pneumonie. Après, il y a une autre chose qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure, là, à Madagascar, c'est que très souvent, vous avez aussi, dans des populations, malheureusement, elles sont malnutries, grippe et coqueluche en même temps. Ceci dit, nous avons aussi des co-infections en France chez les tout-petits, hein, grippe coqueluche ou coqueluche bronchiolite. Hein. Donc on a ça aussi. Alors je ne vous dis pas de tout faire. Je vous dis juste d'essayer de montrer que le germe est toujours là et que la vaccination n'est pas relativement bien suivie ou n'est pas suffisante. Il est clair et net, toutes les estimations le montrent. Au moins une primo-vaccination et rappel à 18 mois et après, si possible, à 6 ans. C'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Si vous dites à Bangui, « Ah, nous, on veut de la cellulaire, tous les vaccins », ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Votre pays n'achètera pas les vaccins, etc. Par contre, si vous leur dites, ça marche jusqu'à 15 mois, mais après 15 mois, ils sont malades, là, ils vont peut-être comprendre qu'il faut ajouter un rappel, même avec le germe entier, mais qu'il faut rajouter un rappel. D'autres questions? Les coordonnées. Les coordonnées pour la tentative. Allô? Une question de Dakar? Dakar, oui. C'est particulièrement par rapport à l'état nutritionnel des enfants. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des données spécifiques liées à la coqueluche? Non, malheureusement, il n'y a pas eu de données réelles. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, pour le prélèvement, ça c'est quelque chose en Afrique qui est très important à faire. C'est pas la même chose à Paris ou en France ou en Europe. C'est que vous avez énormément d'autres infections, donc il faut très très bien nettoyer les narines des bébés parce que vous avez des champignons, autre chose. Quand je suis sur le terrain, je vois bien l'état des enfants. Bon. Alors l'état nutritionnel, il n'y a pas eu d'études très correctes de fait à ce niveau-là, donc je ne peux pas réellement vous le dire. Non, je ne sais pas, là. On ne le sait pas et ça n'a jamais été fait. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour faire le prélèvement, c'est d'une importance capitale de bien nettoyer avec un papier, un Kleenex, un tissu en papier, surtout pas de lavage, parce que sans ça, les germes, vous allez les enlever, mais bien nettoyer, car ça, nous avons beaucoup d'inhibiteurs. On l'a vu, bon, moi je l'avais vu au Sénégal, mais je l'ai vu aussi là à Madagascar récemment. Ça inhibe, il y a des inhibiteurs de PCR. Donc ça, c'est très 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 important. Ok. Mais l'état nutritionnel, c'est aussi quelque chose qui devrait être fait. Mais d'abord, dans vos pays, il faut installer la surveillance au moins à Dakar. Après, vous faites les études. C'est toujours le problème, il faut démarrer. Après, quand vous avez démarré, je vous assure qu'on trouve l'argent pour que vous puissiez faire les études. Ok. D'autres questions? Non, merci. L'amphi-escande a des questions peut-être, l'amphi-escande? Amphi-escande, c'est qui? On vous entend pas. On vous entend pas. On voit quelqu'un, mais... Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui? Oui? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. C'est rien. C'est Nantes. Ah, c'est Nantes? Oui. D'accord. Oui, c'est Nantes, oui. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour l'exposé qui était très clair.
Je me demandais pour la vaccination maternelle, est-ce qu'on connaît le mécanisme par lequel ça inhibe l'efficacité des vaccins néonataux ultérieurs? Ah ben non, c'est justement, on ne sait pas du tout. On ne connaît pas le problème clinique de ces enfants. Mais maintenant, là, l'étude de Scott Halperin au Canada est faite sur beaucoup d'enfants et ça a confirmé des plus petites études auparavant. On ne sait pas du tout pourquoi ça inhibe la réponse. Parce que ça inhibe la réponse à pertussis. Quand aux antigènes de pertussis, on peut comprendre, vous avez inondé le bébé d'antitoxines de pertussis, vous inhibez la réponse. Mais déjà, ça inhibe la réponse aux adhésines, alors que ça ne devrait pas, mais ça peut, bon, éventuellement, vous inonder. Mais alors, pourquoi ça inhibe diphtérie, tétanos et polysaccharides, surtout les vaccins pneumo, c'est quand même un peu embêtant. On ne sait pas pour l'instant. Alors, évidemment, les pays développés disent « mais on rattrape avec les rappels ». Mais moi je suis aussi, voilà, Bangui, comment ils vont faire s'il y a une inhibition des anticorps antidiphtérie Oui. Et donc, je réclame une surveillance, même à Mayotte. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Il faut que je réinsiste. Mais parce que justement, ça serait une très belle étude de vérifier ce qui se passe à Mayotte. Mais il va falloir le vérifier sur 5-10 ans. Hein. Et moi, ça m'inquiète un peu pour le nouveau-né. Voilà. C'est vrai que ça peut sauver des vies. Mais bon. Alors, déjà en France, on a vu qu'on a une mortalité aussi en France. Hein. On a à peu près, alors c'est notre réseau hospitalier, le Rénacoq, c'est 30% de l'hospitalisation. Hein. C'est pas tout. Il y a quand même des décès. Bon, dans le Rénacoq, il n'y en a pas eu, mais je sais qu'il y a quelques hôpitaux en dehors du Rénacoq. Bon, je sais pas, on peut évaluer entre 0 et 5 décès par an, ce qui est déjà 5 décès de trop en France. Hein, c'est inadmissible. Mais on n'a quand même pas une mortalité extrêmement élevée. Hein. Avant, c'était 1 pour 1000, hein. Donc c'est beaucoup mieux. Mais quand même, je me dis qu'il serait préférable d'augmenter le cocooning, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. La vaccination maternelle protège un bébé, mais ça n'augmente pas l'immunité de la population. Donc c'est pour ça qu'il faut conserver le cocooning, hein, c'est-à-dire vacciner les adultes à 25 ans et après tous ceux dans l'entourage du bébé. C'est ça qui est très important. Moi, je suis beaucoup plus à faire une publicité, de recommander cette vaccination cocooning qui est safe. En plus, ça vous protège diphtérie, tétanos, polio, donc c'est très bien. Et surtout pour les personnes âgées, les grands-parents. Et ça vous protège aussi contre la coqueluche et ça augmente l'immunité. Si vous augmentez l'immunité de la population, la bactérie va circuler beaucoup moins. Et donc, ça va faire comme la diphtérie, c'est-à-dire que vous contrôlez, vous n'éradiquez pas, vous contrôlez. Mais vous voyez bien le Venezuela, hein? Vous arrêtez la vaccination diphtérique, vous avez déjà 50 morts par diphtérie à Caracas, ce qui est absolument dément. Mais c'est simplement... Donc, quand je ne sais plus qui m'a posé les questions du cycle, c'est très souvent, c'est parce qu'il y a une baisse, il y a une modification du germe, mais il y a aussi une baisse de la couverture quelque part. Rappelez-vous, nous aussi, en France, les expériences entre Paris et Marseille. 30% de couverture différente justifie d'une épidémiologie totalement différente.